Que moi, ma strat, c'était, je prends une niche, je vais mettre 500, 600, 700 produits sur mon store. Et après, je vais le push sur Google et je vais essentiellement faire des ventes sur Google Shopping et en SEO. Et après, je vais scale en dupliquant les sites. Toi, t'as revendu des sites, c'est ça? Par exemple, le site que je t'ai dit, je l'avais acheté 40 000 euros, je l'ai revendu 2 ans et demi plus tard, 130 000 euros. Là, je suis dans une phase de transition, je devrais toucher 350K quand j'aurai tout revendu. Quand tu investis plus de 40 000 euros sur une boutique, c'est quoi un peu les critères que tu mets en place pour être sûr que c'est le bon investissement? C'est quoi ton process? C'est une erreur que je faisais aussi, que beaucoup de personnes font. Si tu optimises sur le CRO, c'est très bien, ça te rapporte beaucoup d'argent. Le truc, c'est que en fait, le levier de scale n'est pas autant le même que si tu te concentres sur avoir beaucoup plus de visiteurs qui arrivent sur ton site. Donc là, ce qu'il faudrait que tu te concentres, selon moi, c'est d'avoir... Il peut y avoir un produit qui est tellement bien et qui a tellement un market fit, il plaît vraiment. Il faut que toujours tu restes à l'affût de intégrer des nouveaux produits et d'avoir peut-être des nouveaux bankers. Et moi, j'avais une question par rapport à Meta. Alors, un produit ne meurt pas, simplement l'audience et la manière dont tu le vends à ton audience meurt. Nouveau podcast Master, aujourd'hui podcast spécial. On va faire une nouvelle édition, on teste une nouvelle édition, donc vous étiez plusieurs à nous le proposer dans les commentaires et on l'a fait. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelqu'un qui regarde le podcast et on va lui scaler son business en direct. Bienvenue Nico, bienvenue Romain. Merci. Donc, comment ça va se passer ce podcast? On va vous donner d'abord juste la petite value actuelle, on va présenter Romain et ensuite, on va prendre son business et on va brainstormer en direct sur, selon nous, quels sont les bloqueurs et comment est-ce qu'il va pouvoir scaler son business. Comme ça peut vous être utile à vous aussi qui regardez ce podcast. Let's go. Let's go. Donc, salut Romain, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement pour ceux qui nous regardent? Salut Mathéo, salut Nico. Moi, c'est Romain, j'ai 35 ans. Je suis en Belgique. Enfin, j'étais en Belgique, maintenant je suis à Maurice. Et je connais Nico depuis très longtemps, je te connais aussi depuis un moment. Et du coup, déjà merci, je suis très content d'être là. Et du coup, moi je fais du e-commerce depuis 6 ou 7 ans maintenant. Et j'ai réalisé 6-7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6-7 ans, dont notamment 2 millions l'année passée. Et là, j'ai décidé de vraiment me changer ma stratégie et de créer une brand, vraiment de changer de strat totalement. Toi, tu as un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que pour ceux qui nous regardent, tu n'as pas fait principalement que du méta. Tu as fait aussi d'autres stratégies, si tu peux juste nous en parler brièvement. Ouais, du coup, moi, le méta, j'ai jamais trop touché. Donc, moi, ma strat, c'était, je prends une niche, heu, ça pourrait être la pêche, la natation, ce que tu veux. Je vais mettre 500, 600, 700 produits sur, mon store et après je vais le push, sur, Google et je vais essentiellement faire des ventes sur, Google Shopping et en SEO et après, la strat s'arrête là, sans plus d'optimisation et après je vais scale, heu, en dupliquant les sites. C'est-à-dire que soit je vais dupliquer les marchés sur lesquels mon site il est, soit je vais dupliquer les niches et du coup après dupliquer les marchés des nouvelles niches. Et du coup, ça permet d'avoir vite des sites qui se valorisent de manière assez forte, vu que ça dépend principalement du SEO, SEA, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, forcément quand tu as une grosse base SEO sur tes sites, la valo de ton site, elle est quand même plus élevée que pour un site qui fait full méta ou je suis pas un expert, mais je pense les ads, elles peuvent, crash plus rapidement. Tu peux avoir les comptes qui sautent et cetera. Là, en gros, c'est plus ou moins automatique. Alors ça perd un peu de la valeur, je veux dire, c'est récemment avec, tout ce qu'il y a, l'IA et cetera et tout, le SEO a moins de puissance, mais je pense que c'est quand même, toujours le facteur numéro un. Enfin, pas numéro un, mais c'est toujours le facteur, un des facteurs principaux, qui fait que tu vas revendre ton site, plus cher ou pas, tu vois? Ok, donc si on résume juste la méthode, déjà pour apporter de la free valeur à ceux qui nous regardent sur des sujets qu'on n'a peut-être jamais abordés. Donc tu prends une niche et tu vas venir pousser avec du SEO et du Google pour détecter des winners. C'est ça? C'est quoi vraiment Ouais, les tips de cette stratégie? c'est ça. Bah, écoute, je vais t'expliquer, je vais même, donner la niche que je faisais, quand j'ai commencé. En gros, avant, je faisais des influenceurs surtout et quand j'en ai eu marre, j'ai, buy un store, qui je l'ai acheté 40K il y a plusieurs années et en gros, c'était un store sur la lithothérapie. Donc je suppose, vous connaissez, Mhm. c'est les pierres et cetera, les bracelets en œil de tigre, amazonite et tout ça et du coup, j'ai vraiment travaillé le SEO pour qu'il y ait des ventes de manière naturelle et une rentabilité plus élevée et en gros sur Google, les coûts par achat, ils sont aussi plus faibles, je pense, que sur, Facebook et en fait, ce qui fait que tu as un store où certes, tu vas pas faire des 200, 300 ou 1 million par mois, mais tu vas avoir, facilement des stores qui vont aller jusqu'à 50K, 100K par mois avec, une marge à 20-25. Et du coup, après ce que tu peux faire aussi, c'est, prendre tes best-sellers sur Google
et les push sur Meta. Et du coup, toi, t'as revendu des sites, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, par exemple, le site que je t'ai dit, je l'avais acheté 40 000 euros. Je l'ai revendu 2 ans et demi plus tard, 130 000 euros. Avec, en comptant les frais, sinon je l'avais vendu un peu plus cher, mais moi j'ai touché 130K. Et du coup, mais en plus de ça, pendant 2 ans et demi, j'ai pris de l'expérience, j'ai rencontré plein de gens, ça m'a payé, ça m'a fait vivre plus que vivre, ça m'a fait profiter et du Mhm. coup, voilà, ça c'était mon premier flip. Et du coup, quand tu investis plus de 40 000 euros sur une boutique que tu veux acheter, c'est quoi un peu les critères que tu mets en place pour être sûr que c'est le bon investissement? C'est quoi ton process? Alors moi, j'avais été voir des potes à moi qui étaient dans le domaine du SEO et aussi qui faisaient, pas mal, de Google et du coup, je leur avais demandé déjà de base leur avis et puis le premier truc que j'avais regardé, c'était les profits mensuels. En fait, je me suis dit: «Bon, bah, si le site fait autant de profits mensuels par mois, je peux l'acheter ce prix-là et ensuite, moi, je sais que je vais pouvoir ajouter mon truc à moi pour, le scale» et du coup, c'est, le profit mensuel. Ok. Et du coup, à l'heure actuelle, t'as revendu combien de sites? C'est quoi? Tu peux nous expliquer un peu tes moves? Ah bah, du coup, j'ai vendu celui-là qui était un store sur la lithothérapie, je l'ai acheté, 40 et je l'ai revendu, 130 plus ou moins. J'avais deux trois autres sites avant que j'ai revendu pour un total, combiné de 50K et là, au final, ma strat, c'est que, bah, j'ai fait, exactement tout ce que je t'ai expliqué avant et j'avais plus ou moins 30 sites et donc là, je suis, dans une phase de transition où, je suis en train de revendre tous les sites. J'ai déjà revendu la plupart et normalement, je devrais toucher 350K, quand j'aurai tout revendu et là, j'en ai revendu un 100K, c'est le plus gros que j'ai revendu et tous les autres, ils sont en dessous de 100K. Ouais, en gros, c'est des petits actifs que tu construis et Ouais. qu'après tu peux revendre et ça te fait de jolis cash en fait à recevoir. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir, touché, plus de 300K. Il m'en reste encore des petits à vendre, mais du coup, oui, c'est vraiment bien. Alors certes, sur l'instant T, c'est pas les trucs qui rapportent le plus d'argent, mais après quand tu les revends, bah, ça fait du bien, quoi. Mais tes 25 sites, il y en a certains que tu avais achetés ou c'est tout toi qui as build? C'était quoi le process? Ouais, je les ai tous créés moi-même. Le site dont je vous parle avant, c'est le seul que j'ai acheté et après moi, quand j'ai compris la strat, je me suis dit: «Bah, en fait, je les fais tous moi-même from scratch». Donc ça m'évite des frais et après, la plus-value sur la revente, elle est beaucoup plus élevée. Donc là, les 25 sites que j'ai créés, je les ai créés moi-même. Donc je suis passé par une agence pour créer les sites et puis c'est comme ça que j'ai fait, quoi. Et pour les personnes qui nous regardent, qui voudraient aussi revendre leur boutique, c'est quoi un peu le nombre de temps minimum à garder la boutique avant de la revendre, que tu penses qui est correct? En tout cas, ceux qui font ce process-là d'avoir pas mal de boutiques, tu t'organises comment pour revendre en fait un paquet de boutiques? Mais du coup, le délai minimum, que les plateformes demandent et même les acheteurs en privé, c'est, minimum 12 mois de data, tu vois, en arrière et ça va souvent jusque 18 mois. Et du coup, ça, c'est vraiment les standards et après pour revendre, je passe par des plateformes, qu'il y a en France ou même, aux US, Empire Flapper, c'est tous des trucs comme ça et puis aussi, il y a des acheteurs en privé parce qu'à force d'avoir, revendu des sites, j'ai aussi des gens qui me contactent de temps en temps pour savoir si j'ai des sites à revendre et aussi, une fois que tu as une touche sur une plateforme, parfois le gars, il peut être intéressé par, c'est ce qui m'arrive en ce moment, il y a un mec qui m'a racheté 4 sites, tu vois? Ok. Intéressant. Et maintenant, on va attaquer donc le cœur du sujet. C'est quoi ton objectif actuel? L'objectif actuel, c'est de faire autant de chiffres que ce que je faisais avec mes 30-35 sites, avec, une seule marque. Parce qu'au final, avoir, 30-35 sites, c'est bien, mais, tu pas de focus et du coup, là, j'ai commencé la brand et mon objectif, c'est d'arriver à 100K stable par mois et puis, scale petit à petit. Ok. Donc, pour vous faire un petit topo à ceux qui regardent, on va brainstormer en direct pour comment est-ce que on va pouvoir prendre Romain et lui donner les informations qu'il faut dans son cerveau pour qu'il puisse scaler. Donc, je vais lui poser des questions, ça va sortir un peu des fois du contexte, vous allez vous dire, ok, pourquoi il pose ça, mais tout est pour le faire scaler, ok? Donc, ma première question déjà, concrètement, c'est faire quel chiffre, c'est quoi que tu as comme chiffre en tête? Est-ce que c'est précis déjà ça? Mes objectifs? Ouais, Alors, ouais, en réalité, je veux faire 100K bénéf par mois avec la brand, mais, je me fixe pas 100K bénéf par mois direct. ok, Donc là, ouais, l'objectif, ce serait déjà d'arriver à 100K CA, tu vois? ouais, Bah, à l'heure actuelle, vu que j'ai lancé, il y a 6 mois, par exemple, en décembre, j'ai fait 60K et là, en janvier, j'ai fait 30K. À savoir que j'ai grave, baissé les ads parce qu'il y avait le nouvel an chinois et du coup, je voulais pas avoir des avis négatifs. Donc, là, l'objectif, ce serait d'avoir 100K déjà de CA par mois stable. ok.
Et c'est quoi pour toi le minimum que tu devrais avoir? Parce que ça, c'est ce que personne ne dit et c'est le truc le plus important. En fait, notre salaire qu'on gagne, c'est en fait défini par la différence entre le montant maximum qu'on veut gagner et le seuil minimal. On a tous un seuil minimal dans notre tête. Ouais, je prends un exemple. Si moi je fais en dessous de 20K par mois, j'arrive pas à vivre. Ce qui est la réalité. Donc en fait, mon seuil minimum, il est tellement haut que je suis obligé de manière instinctive d'avoir plus haut pour gagner. Et les gens, ils parlent souvent d'objectifs. Mais l'objectif, c'est pas ça qui te pousse à fond à définir ce que tu vas gagner de manière minimale. Je réexplique. Ton seuil minimal, c'est-à-dire le montant que dans ta tête, pour toi, c'est non négociable, ça va définir le starting point de ton revenu. Donc, dans ta tête, c'est quoi ton seuil minimal? Ok, ben c'est marrant parce que du coup, mon seuil minimal, il est presque le même au tien. Moi, je suis à 15K par mois. Si je fais pas 15K par mois, j'arrive pas à payer l'école de mon fils, je paye pas la maison. Enfin, tu vois, il y a des problèmes dans les finances. Donc, moi, il faut faire minimum 15K de bénéfice par mois, tu vois. Ok. Et maintenant, il faudrait juste élever déjà ce seuil-là. Donc, en fait, tu te projettes sur, ok, bah maintenant, ça va être minimum 50, par exemple. Et là, j'aimerais bien viser 100, donc entre 50 et 100. Puis en fait, ça, instinctivement, tu vas refaire toutes les actions qu'il faut pour avoir 50. Ça, c'est le premier gros glitch que je pourrais donner. Ouais, je sais plus, c'est un grand américain qu'on parlait, et c'est un principe en fait psychologique. C'est juste un instinct de survie. Donc en fait, dans votre tête, vous devez juste définir en fait c'est quoi votre seuil minimal et l'élever par rapport à ce que vous allez être pour simplement augmenter le salaire. Ce que je rajouterais, ce qui est super puissant aussi, c'est quand tu mets ton objectif et ton minimum, c'est de faire l'anti-vision. En mode, là, tu viens d'évoquer que si tu gagnes pas genre 15 000, ben, t'as tous les soucis financiers, genre tu peux pas payer l'école de ton fils, etc. Ben, ça, c'est bien aussi de le noter. De noter, ok, si t'as pas ça, c'est quoi tout ce qui y arrive au contraire. Et en gros, quand tu vois ça, tu seras aussi motivé de la même façon que l'objectif. Ouais, 100%. Donc ça, c'est le premier des trucs à faire. Et ensuite, le deuxième des trucs à faire, donc, c'est de simplement faire un plan. Parce que l'e-commerce, c'est des mathématiques. Il n'y a rien de farfelu, il n'y a pas de chance. Tu viens du SEO, SEA, donc tu sais qu'il n'y a pas de chance, c'est des mathématiques. Donc, maintenant, on va voir ça de manière plus factuelle. Donc, si tu veux faire du 100K, entre 50 et 100K par mois, ok, c'est la première target. Pour moi, déjà, au niveau loi d'attraction, c'est rien de définir une date. Tu sais juste que tu vas les faire, peu importe quand. On se détache du temps, de la temporalité. Ça, c'est un deuxième truc très important. C'est quand on veut un résultat et qu'on se fixe, moi, c'était mon erreur, hein, parce qu'on m'avait appris ça. On m'avait dit, il faut que tu fixes une date précise. Et moi, je me fixais, ok, alors souvent c'était en fin d'année, le 31 décembre, je sais plus, 2020, 2021, je vais faire tant. Tu arrives au 30 novembre et tu fais pas tant, et tu dis, je vais jamais les faire. Et au final, ça te bloque. Donc, pour moi, le premier des trucs, c'est tu fixes un montant et tu dis, ok, ça arrivera quand ça arrivera. Comme ça, en fait, tu te mets pas de crispation et ça permet de rentrer. Donc, tu sais que tu vas les faire. Je suis persuadé que tu vas les faire minimum. Et après, il faut accepter aussi de recevoir peut-être beaucoup plus. Peut-être que d'un coup, tu vas faire beaucoup plus. Mais il faut que tu sois préparé dans ta tête à d'un coup faire beaucoup plus. On ne sait pas. Il peut arriver des opportunités. La vie, c'est la vie. Donc, il faut juste que, voilà, entre 50 et 100, et peut-être d'un coup, beaucoup plus. Et là, déjà, tu as les bases, déjà, on va dire, au niveau vibratoire là, d'attraction pour l'attirer. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'au final, le brainstorming, là, c'est beaucoup de la loi d'attraction, c'est beaucoup du mindset. C'est pas un truc auquel je m'attendais forcément. Moi, je me disais, ouais, ça va parler méta, etc. Et au final, vous parlez direct de mindset. C'est la base. Ouais. C'est pour ça que je dis, en fait, moi, je vais te dire, brut, c'est là, je veux vraiment que tu réussisses. Donc, je te dis ce qu'il faut pour que tu saches. S'il y a des trucs, les gens ils disent, ouais, c'est du bullshit, prenez ce que c'est du bullshit. Mais c'est la réalité. Et c'est pas ce que je dis, c'est la loi de la nature. C'est des faits prouvés. Donc ça, c'est la base. Maintenant, d'un point de vue technique, donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire ton chiffre d'affaires? Du coup, moi, ma brand, ça se base sur la même stratégie que j'avais avant. Donc, c'est une marque de bijoux où je vais lister beaucoup de produits et je vais les push sur Google Shopping et je vais faire très peu de méta. Donc, j'en fais un peu plus parce que là, je suis vraiment plus involved dans le process. Mais du coup, il y a très peu de méta. Je spend, je pense, 100 € par jour et je dois mettre 50 € par jour de Pinterest. Tout le reste du budget, ça part sur Google. Ok. Donc là, maintenant, revenant, ce qui te rapporte du trafic, c'était compétences en SEO, SEA. Exactement. Ok. Donc, ces compétences-là, est-ce qu'elles sont diluées par ton focus dans d'autres choses? Est-ce que tu mets ton focus ailleurs? Ça me prend pas énormément de temps de gérer le SEO et le SIA. Le SEO, une fois qu'il est fait, je le fais plus. Je le fais au début quand j'ai créé le site. Après, j'y touche plus trop. C'est quelque chose qui va pas me prendre beaucoup de temps. Et le SIA,
ça va me prendre un petit peu de temps tous les jours, mais ça n'occupe pas toutes mes journées, loin de là, tu vois. J'ai Ok, encore beaucoup de temps libre à consacrer à autre chose. Donc pour le moment, moi, je le consacre au CRO. Donc je fais beaucoup d'AB tests, etc. sur mes sites. Mais sinon, après, sur Meta, je passe pas encore beaucoup de temps. Tu ok. Donc, si je comprends bien, là, t'as du temps et ce temps-là, tu l'optimises sur le CRO. vois. Exactement. Sauf que c'est une erreur que je faisais aussi, que beaucoup de personnes font. Si tu optimises sur le CRO, c'est très bien, ça te rapporte beaucoup d'argent. Le truc, c'est que en fait, le levier de scale est pas autant le même que si tu te concentres sur avoir beaucoup plus de visiteurs qui arrivent sur ton site. Donc là, ce qu'il faudrait que tu te concentres, selon moi, c'est d'avoir beaucoup plus de visiteurs sur ton site, parce que ça, le levier de scale va être totalement différent. Mais le CRO est important, hein. Je tiens à mentionner, le CRO, c'est quelque chose de très important. Donc là, en gros, si je comprends bien, maintenant, il faut que tu puisses apporter plus de trafic sur le site. Exactement. Et ma problématique et la question que je me pose un petit peu depuis quelques mois, c'est quel produit je focus, quelle catégorie je focus et comment je les push sur Meta, sachant que mon expérience, elle est très légère, avec un site qui est totalement différent de marques qui vont avoir entre 1 et 10 produits, tu vois. Mhm. Et donc ça, c'est ma question un peu que je me pose. Mhm. Là, tu es sur le marché français ou- Alors, je suis sur le marché français et j'ai dupliqué j'ai dupliqué dans d'autres sites, dans d'autres marchés. Ok. J'ai dupliqué en Allemagne et là, j'ai fait les Pays-Bas. Parce que les Pays-Bas, je trouve le marché, il est incroyable. Alors déjà, moi, dans le process que j'aime appliquer, c'est déjà fixer les bottlenecks. C'est-à-dire, avant de venir optimiser, avant de venir ajouter plus de volume, de qualité, il faut déjà fixer s'il y a un truc qui peut empêcher le résultat. Est-ce que là, il y a quelque chose qui empêche tes résultats ou c'est juste fluide? Selon toi, il n'y a rien qui est bloqueur. T'as pas de l'instabilité, t'as pas des chutes de rentabilité ou d'autres choses qui pourraient te bloquer ton scale. Si, un petit peu. Ok. Si. J'ai des journées qui vont être dans le raid et j'ai d'autres journées où je vais être très profitable, mais c'est pas non plus hyper stable. Ok. Et ça, c'est dû à quoi? Justement, je me pose la question et je me pense, est-ce qu'il n'y a pas une temporalité par rapport à la niche des bijoux où c'est beaucoup peut-être fête des mères, fête de cadeaux de Noël, Hmm. etc. Saint-Valentin, notamment où j'ai dû couper les ads à cause du Nouvel An chinois, quoi. Ok, donc ok. Site de bijoux, donc déjà, oui, il y a la temporalité chez site de bijoux, pour la plupart des bijoux. Ok. Et niveau rentabilité, donc là, t'as un truc qui est sain au niveau de ce que tu spends sur Google et par rapport au profit que ça te donne. Ouais, donc là, je suis plus ou moins à 25% de marge nette Mhm. et, euh, et du coup, je trouve que c'est assez sain, tu vois. Ouais, pour moi, c'est good. C'est good. Et par exemple, j'avais calculé le coût de mon shipping, packaging, etc. Ça représente plus ou moins 13% de mon CA au global. Donc j'avais regardé, c'est des métriques assez saines. Donc je pense que j'ai quand même une bonne base, malgré que ce soit parfois en dents de scie. Mais en général, je suis assez profitable quand même à la fin du mois. Mhm. Donc pour moi, voilà, là si on fixe les bottlenecks, il n'y a pas vraiment de bottleneck identifiable, donc c'est bien, c'est-à-dire que là on peut pour optimiser. Pour moi, il y a deux choses qui permettent de faire un scale, c'est de faire plus, c'est d'apporter plus de volume. C'est-à-dire là, maintenant tu as 500 bijoux, qu'est-ce qui se passe si tu en mets 5000 par exemple? Mhm. Donc ça c'est un scaling, on va dire, horizontal sur la base de ce que tu fais déjà. Donc ça, est-ce que c'est possible de scaler de 500 à 5000 ou la complexité opérationnelle va être telle que ça vaut pas la peine? Donc c'est possible, mais en fait, ça implique certaines complications. C'est que tu peux pas contrôler la qualité sur tous les produits. Parce que là, ma méthode, c'est que je vais sourcer les fournisseurs sur 1688 et en fait, je vais prendre un fournisseur qui va faire que de l'acier inoxydable ou que de l'argent, qui a vraiment des métriques, des bons avis, etc., avec du bon volume de vente. Mais si je commence à aller sur 5000 produits, je vais devoir prendre plus de fournisseurs, je vais devoir prendre plus de risques au niveau des matériaux. Et du coup, ça va aussi engendrer des mauvais avis clients et ça, je veux pas du tout. Et puis aussi, d'un point de vue temps et OPEX, ça va exploser parce qu'un mec qui intègre 4500 produits, ça coûte cher. Même si c'est un malgache, ça coûte Hmm. cher. Maintenant, je pense qu'avec Manus, tu pourrais l'automatiser de manière IA. Je connais pas cette IA. C'est comment? Manus. Ah, je connais pas. Faudra que tu testes. Mais après, c'est juste des questions, hein, c'est juste des questions. Donc, ok, le scaling à plus de produits, peut-être ça va être compliqué. Et le scaling à moins de produits, c'est-à-dire combien il y a de produits qui te font ton chiffre d'affaires? T'as déjà calculé? Est-ce que t'as le 20 du 80 qui te fait. Ouais, exactement. C'est tout ce qui va être des bijoux un peu personnalisés. Mhm. En mode, tu vois, ça fonctionne très bien, avec un prénom, avec une photo, avec un signe astrologique. Tout ce qui est personnalisé, ça fonctionne très bien.
ou alors tout ce qui est inspiration de grande marque sans pour autant être un dupe d'une Ouais. grande marque. Mais par exemple, tout ce qui va faire penser à des Bijoux je sais pas, Cartier, ouais, ouais, etc. Cartier, etc., etc. Ouais, Ouais, bien c'est sûr, ça. je vois. J'ai vendu des bijoux d'ailleurs, full méta, full Afrique du Sud, à l'époque. Je sais plus combien on avait fait, peut-être 1 million sur le marché, 1 million de dollars sur le marché Afrique du Sud. Que bijoux personnalisés pour ma petite fille, pour ma fille, etc. Donc, c'est des trucs très émotionnels. Et pour moi, ça, si c'est émotionnel et que ça marche sur Google, pour moi, ça risque de marcher sur Meta aussi. Mais j'ai la sensation que c'est les produits qui peuvent marcher. D'ailleurs, c'est les seuls produits que je push sur Meta à l'heure actuelle. C'est un peu les bijoux personnalisés parce que aussi le message, il est plus facile. Mhm. Tu peux tester plus facilement ton avatar, que ce soit le papa qui fait un cadeau pour la maman ou la maman qui fait un cadeau pour sa petite fille, etc., etc., tu vois. Ok. Donc, selon moi, avec ce que tu m'as dit, et pour moi, que j'avais déjà en tête, parce qu'en fait, c'est des choses qui se font, c'est qu'il va falloir que tu mettes ton focus sur les produits qui ont le plus de potentiel. Donc là, tu as 20% de tes produits qui ont le plus de potentiel. Dans ces 20, tu peux regarder le 20 vraiment qui cartonne le mieux, puis tu vas rester avec juste une poignée de produits sur lesquels commencer déjà à tester sur Meta. Et là, tu m'as dit que tu fais quand même du Meta, mais qu'est-ce que tu fais comme créative? Alors moi, actuellement, comment je structure mes campagnes, c'est par exemple, je vais prendre un collier, Mhm. je vais faire une CBO et je vais faire entre 5 et 10 créatives statiques avec l'IA. Et puis je vais le push comme ça et je vais le mettre en broad. C'est déjà bien. Et tu as des bons résultats? Ça dépend. En fait, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup des produits. Donc, il y a Mhm. des produits qui vont bien fonctionner, il y a des produits qui vont forcément moins fonctionner. Et je sais pas si c'est le message ou si c'est le produit, le Hmm. problème. Mais dans tous les cas, les produits personnalisés ont tendance à mieux fonctionner. Ok. Et sur tes concurrents, par exemple, est-ce que tu as bien listé des concurrents? Est-ce que eux aussi font du Meta Ads avec la même stratégie? C'est quoi un peu leur strat sur Meta avec Alors, j'ai identifié quelques concurrents. Il y en a certains qui font rien du tout. Et il y en a d'autres, oui, qui vont push beaucoup plus. Il y en a qui sont en moyenne à 200, 250 ads actives tous les mois. Et puis là, par exemple, hier, j'ai trouvé un autre concurrent qui est dans les bijoux et qui s'appelle Moon Magic. Alors lui, il est dans des bijoux totalement différents. Par contre, lui, il tourne à 500, 600, 700 ads actives par mois. full static? Full statique et un peu vidéo. Et pour le coup, je connais un peu le background du store et je sais qu'il fait 20 M par an. Et c'est exactement la même stratégie que moi. Il a entre 500 et 1000 produits sur son store. Et sauf que lui, il push énormément sur Meta. Hmm. Nice. Et il fait aux US. Il fait essentiellement aux US, ouais. Contrairement à moi qui fait beaucoup en France. Donc, c'est qu'il y a du potentiel. Pour moi, je suis sûr qu'il y a du potentiel. Simplement, je pense que tu n'as jamais fait. Enfin, est-ce que tu as fait des analyses d'avatar, par exemple? Tu sais à qui tu vends? Pas vraiment. Parce qu'en fait, sur Non. Google, c'est très bien parce que tu focalises sur la demande. Donc, en fait, tu sais qu'il y a de la demande et tu vends simplement aux gens qui veulent acheter. Mais sur Meta, c'est un peu plus complexe parce que tu dois être sûr du message. Et ben justement, c'est cool que tu parles de ça parce que vu que moi, comme tu l'as dit, je viens du background Google, j'ai jamais eu cette analyse technique sur l'avatar, me dire ok à qui je vends, etc. C'est vraiment une question que je me suis jamais posée. Et parfois, quand j'entends ça dans des formations ou même dans les podcasts, etc., je me dis mais est-ce que c'est pas une info bullshit ou quoi, tu vois? Parce que c'est pas un truc qui est en rapport avec ma réalité, tu vois. Mais là, je commence à m'y confronter et je pense que je vais devoir faire le taf. Pour moi, c'est très bien ce que tu fais. T'as des CBO par produit, c'est parfait. Ok. Simplement, t'as des CBO que c'est que t'es vraiment rentable? Ouais, ouais, j'ai des CBO qui tournent à plus de 3,30 de ROAS. Ah, pour moi, ça faut scale, par exemple. Mais justement, Ouais. et comment? Ok. Comment? Ok, c'est vrai que là, on revient sur le deuxième pilier. Donc, pour moi, le premier pilier, c'est d'avoir les bonnes informations. Et là, je pense que t'as pas les bonnes informations pour Meta. C'est-à-dire que tu sais juste pas comment scale. Et Non. tu peux avoir du diamant brut, c'est-à-dire t'as ROS de 3. Peut-être que Nico, il prend le shop demain et la semaine d'après, tu fais du 50 KD, tu vois, par exemple. Juste parce que toi, t'as tout ce qu'il faut, mais t'as pas les bonnes connaissances. Donc, pour moi, déjà, ok, t'as des CBO à 3. Donc, techniquement, c'est que t'as du potentiel. Donc, simplement, si on se focalise sur le court terme, le plus important, c'est que tu vas venir regarder ces CBO, tu vas venir regarder où c'est que ça spend, c'est-à-dire sur quel créatif, et tu vas venir analyser les patterns. Là, ça va être très simple parce qu'en gros, tu vas voir soit le bijou, soit un message. Tu mets des messages ou juste le bijou. Les deux. Ok. Donc, tu vas venir regarder quel message tu mets sur tes ads. C'est un message, par exemple, j'ai acheté ça pour ma fille. Mhm. Par exemple, tu vois, est-ce que c'est un cadeau et qui c'est qui va venir acheter derrière? Comme ça, tu vas pouvoir déjà te faire une idée du persona qui achète.
Parce que pourquoi l'avatar, c'est indispensable sur Meta? Parce que quand tu sais précisément à qui tu t'adresses, et ben plus tu vas être précis, plus tu vas avoir des ads banger. Parce qu'en gros, Meta, il le voit. Et maintenant, Meta, il reward ceux qui sont le plus précis par rapport à leur avatar. Donc toi, si par exemple, c'est une vieille dame de 80 ans qui achète pour sa fille, je dis un truc tout bête, hein, bah, tu vas venir comprendre pourquoi elle achète et c'est quoi son levier émotionnel. Peut-être c'est de parler pour sa fille chérie, de parler pour montrer son amour envers sa fille. Donc tu vas venir comprendre en fait quel levier émotionnel va pouvoir la faire acheter, puis après tu vas venir utiliser ce message-là pour lui vendre. Sur des bijoux émotionnels, c'est bien parce que tu as des angles assez puissants que tu arrives à démontrer en statique qu'en vidéo, donc c'est une très très bonne niche pour moi. Les statiques qui marchent le mieux, le concept, c'est tu mets les vidéos du bijou qui est bien démontré, c'est qu'il n'y a pas de visage dessus, et ensuite un texte blanc dessus. J'ai offert ça à, par exemple, ma fille, elle a pleuré. Par exemple, tu vois, avec une émotion. C'est que les gens, ils veulent faire ressentir une émotion quand ils offrent quelque chose. Ok. C'est ça, offrir. Mais ça, je te dis juste un exemple comme ça. Et ça, c'est 100% parce que j'ai scalé des porte-clés sur TikTok Ads. Enfin, c'était porte-clés avec quelque chose qui est écrit en mode fais attention à toi, je t'aime, etc. Et c'était des mamans qui offraient ça à leur fille, des papas qui offraient ça à leur fille, etc. Et c'était juste ce message-là qui convertissait le plus. Et sur TikTok Ads, à l'époque, que maintenant on peut lancer des images, mais à l'époque on ne pouvait pas lancer d'images. Donc j'avais pris toutes mes images de Meta et en fait j'avais mis une IA qui lit mon ad copy qui était 100% émotionnel, comme Mathéo l'a dit, et ça cartonnait sur TikTok Ads. Donc sur Meta, c'est pareil. Ouais, donc là, on te donne juste des concepts comme ça, mais simplement, toi, ce qu'il va falloir faire, c'est une analyse de marché. Regardez aux US, les gens sur Meta, sur TikTok, qu'est-ce qu'ils font comme concept. Donc là, tu auras toute ta liste de concepts que tu vas pouvoir tester. Quels sont les messages qu'ils font. Et ensuite, toi, tu vas venir analyser tes avatars avec des posts, des sondages post-achat. Ok, pourquoi vous avez acheté? C'est quoi qui vous a captivé sur la créative ou sur la vidéo ou c'était pour offrir, vous avez quel âge, etc. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre ton client. Et tu n'as pas besoin de le comprendre toi forcément, mais en fait, tu as toute la data que tu vas pouvoir fitter un GPT, un Claude. Et ça va être une arme ultra puissante parce qu'ensuite, quand tu connais bien la personne que tu as en face, eh ben, tu vas pouvoir lui parler avec le bon message et tes ROS, ça va être insolent. Et c'est que en étant précis par rapport à ton avatar que tu vas avoir spend beaucoup sur une ad. Très important. Ou sinon, des fois, c'est des coups de chance. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit prédictible. Donc là, si je résume, il faudrait que tu regardes déjà dans ton compte, analyse de data, où c'est que ça spend. Déjà, les bons produits, là, tu focalises que sur les bons produits qui ont des bons ROS, et tu vas venir optimiser toutes tes ads qui marchent. C'est-à-dire, tu reprends ces ads-là et tu vas faire des variations, même message, mais différents visuels. Même visuel, mais message peut-être plus précis ou plus différent. Par exemple, c'est un message, j'ai acheté ça pour ma fille, j'ai acheté ça, je sais pas, pour ma fille de 36 ans, qui a fini ses études, ou je sais pas. Et ensuite, analyse sur des outils comme TrendTrack, BrandSearch, AdSpy, tous tes compétiteurs dans la niche des bijoux et qui font du gros chiffre. Et tu vas venir regarder quel concept ils font. Toi, tu pourras juste faire du copier-coller sur la France avec ton propre contenu, important. Surtout que maintenant, avec l'IA, c'est trop simple. Ouais, et maintenant, aux US aussi, tu as les impressions. Je sais pas si tu as vu sur la librairie Facebook. Aux US aussi, il y a les impressions que tu peux filtrer par décroissant. Ok. Donc, en fait, tu viens voir ce qui a été lancé genre les 30 derniers jours, ce qui a le plus d'impressions, et c'est banger. Ouais, Avant, c'est ce c'était qui dispo spend que le en... plus, quoi. Ouais. Ok. Avant, c'était dispo qu'en Europe. Maintenant, c'est dispo aux US aussi. Donc ça, c'est le cœur. C'est vraiment, tu vas venir rajouter plus de créatives. Après, on dira comment. Donc là, tu vas venir rajouter plus de créatives. Chaque semaine, il faut que tu balances des nouvelles créatives. C'est ça qui va fider en fait ton scale. Et ensuite, en fonction de l'analyse que tu vas faire, tu vas venir peut-être optimiser ton CRO de ta page pour que ça soit congruent avec ton avatar. Par exemple, si tu montres plein de types de femmes de tous les âges et tu vois qu'en fait, tu vends que à des femmes de 50 à 65, ben, tu vas venir enlever toutes les jeunes. Tu vas venir vendre que à des vieilles. Plus ça va être congruent, plus en fait, ça va être précis. Puis là, tu vas unlocker du scale. Donc, le recherche d'avatar est très important. Pour le recherche d'avatar, il y a plein de méthodes, on va dire les plus simples. C'est déjà, tu sondes tes clients, tu analyses tes commentaires et tu prends toute la data que tu vas venir mettre sur un Google Sheet pour ensuite utiliser avec GPT. Et après, tu peux demander à GPT d'aller en deep search par rapport à ce que tu as donné, de donner ton avatar qui achète ton bijou précis par rapport à la data que tu as donnée. Ah, Manus, il peut faire ça. Il peut même aller sur Reddit, du coup, et poser des questions sur son produit. Qu'est-ce que les gens disent exactement? Et avec l'IA, tu peux fider. Ouais, 100%. Et ensuite,
Après ça, tu vas venir regarder tout ce qui se fait au niveau créatif pour avoir des idées de concept. Simplement copier-coller avec ton propre contenu. Ça va être le truc le plus simple. On appelle ça du copy meaning. C'est simplement, tu prends une créative qui marche et tu l'adaptes pour toi. Ultra simple, surtout avec l'IA. Maintenant, tu fais un prompt. Ok, ben, je veux la même image sans que ça soit copyright. Ouais. Et tu vas identifier aussi les patterns. C'est-à-dire que après, ça demande un peu la bouteille, mais tu vas venir identifier qu'en fait, tu vas vite voir qu'en fait, toutes les créatives qui sont peut-être, on va dire, pour un collier, qui sont démontrées sur une femme, où c'est qu'on voit peut-être ses seins, je sais pas, il faudra peut-être biper, et ben peut-être ça marche mieux que les bijoux qu'on montre dans une main. Ou peut-être que dans une main, juste comme ça marche mieux. Ou peut-être de démontrer avec des gants blancs, ça marche mieux. Donc en fait, tu vas venir identifier des patterns qui font que la créative captive ou crée une émotion, et après, tu vas pouvoir répliquer. Donc si tu vois, par exemple, c'est dans des gants blancs, tu vois, des gants blancs, par exemple, c'est un pattern que nous, on a identifié dans pas mal de produits qui marchent bien. Parce que, par exemple, pour des montres de luxe, ils utilisent des gants blancs. Tu peux tester aussi des gants noirs. Mais bref, ça, c'est juste un pattern. Et ensuite, tu vas pouvoir répliquer ces patterns-là et après, tester d'autres messages. Mais pour les bijoux, ça reste assez simple en termes de messages parce que l'angle principal, c'est soit offrir, soit l'acheter pour la beauté ou le bénéfice qu'il peut te provoquer. Et il n'y a pas énormément de bénéfices, normalement, pour les bijoux. Donc, en fait, toi, tu vas venir capitaliser sur les angles et sub-angles de la beauté du bijou ou de l'offre émotionnelle. Et après, en termes de ta CBO, c'est très simple, tu vas venir augmenter le budget. Il n'y a pas une règle absolue, c'est juste que plus tu vas venir augmenter d'un coup le budget, plus Meta va ouvrir une pôle d'audience qui seront peut-être moins qualifiées. C'est-à-dire que là, si tu es à 150 et tu passes à 1000, Meta il va dire, ok, yallah, tu vois, tout est bon, donc je vais lui donner peut-être des acheteurs que je suis pas sûr. Tandis que si tu augmentes de 20% à 20%, là, il va être un peu plus précis, il va pas te donner de la merde. Mais si des fois, ça cartonne, si tu as ROS 3, tu peux passer de 150 à 500 et ça peut tenir. Ok, il n'y a pas de guide. Moi, simplement, si j'étais à ta place, je monterais de 20 à 30% selon les ROS. Si c'était ROS 3, je monterais de 20 à 30%, 1 à 2 fois par jour, tant que ça tient. Puis après, t'augmentes, et puis rapidement, tu vas passer à 2000, 3000 par jour. Et ensuite, une fois que tu es à 3000 par jour, peut-être que là, soit tu restes sur ta une CBO, si tu as plusieurs produits, moi je conseillerais ça. Soit, si tu as très peu de produits, tu peux créer une nouvelle campagne A/B testing où c'est que là, tu vas venir tester massivement plus de créatifs. Et ensuite, ces meilleurs créatifs de tes tests, tu vas venir les injecter dans la CBO. Si tu as peu de produits, parce que sinon, ça va vite complexifier la chose. Moi, je dirais là, le plus simple, c'est tu as une CBO, tu injectes des nouvelles créatives, 15 ads par ad set. Okay, pas plus, c'est ce qu'on a remarqué qui marche le mieux. Et simplement, tu rajoutes des ad sets chaque semaine avec de nouvelles créatives. Et Meta, il va adorer ça, il va venir prendre ce qui marche le mieux et il va venir unlock du scale. Et dans cette niche, pour avoir des bons ROS, vraiment le gifting et faire de la co-publicité, ça cartonne. Dans tout ce qui est cadeau comme ça, bijoux, ça cartonne le co-publicité. Donc si tu as la possibilité d'envoyer à des créateurs, que ce soit sur TikTok ou ailleurs, des petits créateurs, une dizaine, une quinzaine de batchs, de produits que tu sends à eux, et qu'ensuite tu prends ce contenu-là, tu fais du meta ads en co-publicité avec le créateur, ça va cartonner. Okay, plus que juste tu mets juste ta brand. Okay, ça, c'est, on le voit dans les performances, c'est banger en Europe. Et de faire des pages troisième partie aussi. C'est-à-dire tu vas faire des pages, les top bijoux 2026 par exemple. Mais ça, j'avais start et par exemple, j'avais fait les bijoux d'Anne-Sophie, tu vois. Très et bien. Du coup, je faisais genre des posts en mode, elle se fait un selfie un peu éclaté, en mode une vraie photo de son iPhone. Et ça avait des résultats plutôt corrects, quoi. Ouais. Après, ça va toujours dépendre des créatifs que tu fais, mais le concept de page, tu vas venir envoyer toutes les mêmes créatifs que tu avais sur ton autre page et tu vas voir que des fois, il y a des CTR totalement différents, qu'il y a des ROS totalement différents par page. Avec les mêmes pubs ? Ouais. Ok. Tu peux envoyer les mêmes pubs. Ça, pour le coup, j'ai pas fait. J'avais créé une nouvelle page avec des concepts de publicité totalement différents. Bah, tu peux tester et après, tu verras qu'il y a des pages qui marcheront mieux que d'autres. Ok. Et tu auras peut-être d'autres trafics selon les pages. C'est vraiment, les pages, c'est un glitch. Après, ça reste d'optimisation. Là, ce qu'on dit, c'est d'optimisation. Donc, concrètement, tu vas venir faire plus de créatives, rajouter ces créatives dans ta CBO, 10 à 15 ads par ad set. Tu peux mettre un minimum de spend pour être sûr que Meta laisse sa chance. Moi, je mettrais 10 à $20 minimum pour que Meta spend dessus, puis après, tu vois, ok, s'il y a du potentiel. Et après, au fur des semaines, tu regardes c'est que ça spend, t'itères sur ce qui marche bien avec l'IA, tu rajoutes des nouveaux concepts, et là, tu vas pouvoir vite monter à des jolis résultats. Je vais te poser la question parce que y a beaucoup d'informations pour moi, et vu que je viens pas du domaine de Meta, mais ça pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre.
Là, du coup, tu me dis que si je scale, par exemple, ma CBO qui fonctionne déjà, c'est je rajoute des adsets avec des nouvelles créatives dans la CBO. Je crée pas une nouvelle CBO. Non, Ok. tout dans ta CBO. Et du Tu coup, je consolides. continue d'augmenter le budget, comme tu m'as dit, 20 à 30% par jour Ouais. si c'est stable. Ouais. Ok. Mais tu vois, ça, je savais pas du tout et je n'avais pas du tout cette vision-là du scaling, quoi. Ça reste très très simple. Il y a beaucoup de gens en fait qui se dispersent. C'est en fait d'avoir les bonnes informations, c'est aussi de savoir sur quoi tu te focuses. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont toutes les informations, les mêmes qu'on donne maintenant, mais ils décident de faire tellement d'autres trucs différents qu'au final, c'est juste ça le focus. C'est pas si compliqué. Donc toi, ton but c'est ça. Plus de créative et ton but c'est d'augmenter ton spend. Et de tout consolider dans une CBO. Et après, ce qui est aussi très important, c'est de faire des créatives selon les différents stages d'awareness de ton prospect. Je m'explique. Enfin, peut-être que tu sais. Oui, je vois de quoi tu parles. Là, tu vas faire des créatifs peut-être très unaware, ok, tu fais une photo juste d'un bijou avec un long texte, voilà, j'ai acheté ça à ma fille, et elle a pleuré. Tu peux faire des longues histoires, comme ça, on l'a déjà partagé sur le podcast, ça cartonne. En gros, tu fais juste une image très native, ok, d'un bijou posé sur un tronc d'arbre, par exemple, et le texte en haut, c'est j'ai acheté, le jour de ses 37 ans, c'est pour la première fois que j'ai vu ma petite fille pleurer. Et après, tu racontes toute une histoire que tu crées en copyright avec l'IA, où c'est que tu vas venir expliquer en gros, peut-être un problème qu'elle avait et le bijou que tu as offert et à quel point ça l'a ému, qu'elle a pleuré devant tout le monde. Et voilà, tu inventes un truc, copyright. Ça, c'est un truc qui marche très bien sur du nouveau trafic, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas peut-être le bijou, qui ne te connaissent pas. Mais après, il va falloir aussi capitaliser, surtout quand tu vends des bijoux, sur le trafic qui connaissent peut-être déjà ton bijou et sur du remarketing aussi. Donc, il faut vraiment que tu rajoutes des adsets type remarketing. Donc, c'est simplement aujourd'hui seulement, l'offre se termine. Ça, par exemple, dans tous les comptes, c'est les meilleurs ads de remarketing qui existent. Ok. Et moi, dans la niche de bijoux, je me rappelle très bien ce que je faisais et je me rappelle encore que les ads cartonnaient. C'était le bijou sur un fond blanc, gris, juste là, et le texte. We are sorry, c'est celui-là? Hein? Non. Genre. Ça, c'est les techniques We Are Sorry, ça, c'est jamais vraiment fait. Avec Mais le cœur cassé. avec le cœur cassé, ça, je faisais pour le hook, mais après, je disais pas qu'on fermait. Ouais, c'est le bijou, fond très clean. Comme ça, les gens, ils scannent rapidement, ils savent que c'est ce qu'ils avaient vu. Et ensuite, un titre du style l'offre se termine aujourd'hui, enfin, moins 50% se termine aujourd'hui, par exemple, ou le 1 plus 1 offert se termine aujourd'hui, ou la proposition de valeur, par exemple, si ton bijou, ça permet de déstresser, plus fini le stress, ou vous êtes remboursé, et en dessous, l'offre se termine aujourd'hui. Et ça, tu vas venir targeter les gens qui ont déjà vu et qui ont juste besoin d'acheter. Mais du coup, j'ai une question. Parce que moi, on m'a toujours dit, il n'y a plus besoin de faire du remarketing sur Facebook parce que l'IA le fait tout seul. Donc, cette campagne-là, par exemple, enfin, en tout cas, ces créatives-là, où tu me dis l'offre se termine bientôt, est-ce que je les mets toujours dans cette même CBO du produit qui fonctionne, dans un nouvel ad set avec des nouvelles créatives, ou alors je dois créer une campagne spécialement remarketing par rapport à ça? Les deux marchent, mais maintenant, sans te complexifier, tu pourrais simplement mettre dans un nouvel ad set. Et simplement, ta créative va faire le targeting. C'est-à-dire, si tu mets ça dans ta créative, Meta sait qu'il doit montrer cette créative-là à ces types d'acheteurs. Et tu verras vite dans la métrique fréquence, que tu auras une fréquence beaucoup plus élevée. Ok. C'est une créa de remarketing. Du coup, c'est important ce que je mets aussi dans le copywriting, ou alors Ouais. il analyse l'image, ou alors il lit le texte. Idéalement, il faut toujours aligner ton ad copy, headline et ton texte. Ok. C'est-à-dire que je mettrai une ad copy. Dans les bijoux, je vais dire ce qui cartonnait. Ce qui marche bien, c'est si les gens ont ajouté au panier, forget to check out, vous avez oublié de finaliser, l'offre se termine aujourd'hui. Et ensuite, en headline, c'est les moins 50% se terminent aujourd'hui. Par exemple, ça cartonne. Si les gens ont déjà ajouté au panier, et après, tu peux faire des ad copy style remarketing très simple. Mettre des avis, des exemples d'avis, la garantie, mais toujours l'offre se termine rapidement, ou l'offre va se terminer. Ok. On run low stock. Ou mettre les avis Trustpilot ou des trucs comme ça Ouais. peut être pas mal, peut-être. Après, il faut voir dans les règles. Nous, je sais qu'on met pas trop d'avis. Ok. Mais on met les avis, mais pas que c'est Trustpilot. Ok. Après, tu peux mettre des avis Trustpilot aussi, hein, mais en image, pas en texte. C'est ce que je voulais Oui, faire. oui. C'était faire une image en mode Trustpilot. On est à 4,7 sur Ouais. 5 sur 250 avis sur Exactement, Trustpilot. ça, tu peux le faire. Ça Quel peut cas, marcher. du coup, et ça, j'ai envie de le mettre en avant, Ouais. tu vois, parfois. Et quand tu vas la mettre dans la même CBO, Meta va en fait utiliser peut-être cette ads-là pour combiner avec une autre ads, pour déclencher une vente. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourras pas maîtriser. Mais peut-être qu'ils vont montrer ton ads Trustpilot, et ensuite ils vont montrer ton ads, c'est que l'offre se termine aujourd'hui, puis la personne va acheter avec la combinée de ces deux ads. Ok.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre beaucoup plus de créatifs, parce que Meta ensuite va chercher, va combiner ce qu'il faut pour vendre. Ouais, du coup, Meta est assez poussé, assez indépendant au final, et c'est juste à moi de le nourrir correctement. J'ai Exactement. Toi, tu l'impression. le nourris avec des créatifs. Ok. Bon, bah, c'est clair, je pense. Ça sera intéressant que tu nous redonnes tes résultats. Mais grave, je ouais. pense qu'il faudrait que je vous envoie les chiffres dans quelques mois, Mhm. quand je serai rentré chez moi et que j'aurai repris le boulot. Je pense que ça pourrait être intéressant que je vous Tu montre. rentres dans quelques mois. Non, je rentre, J'ai compris. je rentre la semaine prochaine, mais le temps de mettre tout ça Ouais, en bien place, sûr, non, j'ai ça prend compris. du temps. Je t'embête. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis un gros fainéant, je travaille 1 mois par année avant le Q4. Et même ça, c'est OK. Donc, je résume. Déjà, là, on est allé dans l'analyse. Donc, pour moi, déjà, il suffit d'un conseil qu'on t'a donné pour te faire scale. Et je pense que les premiers conseils niveau mindset, c'est ça le plus important. Donc, ensuite, on a repris ta stratégie. On a regardé ce que tu pouvais faire. Ensuite, Meta, c'est un gros levier. Après, tu as plein d'autres leviers, mais on va pas tous les voir parce que le but, c'est pas juste de faire un brainstorming. C'est juste te donner un truc à faire. Et pour moi, c'est ça actuellement qui peut t'apporter beaucoup de résultats. Et après, excuse-moi, tu veux dire quelque chose? J'allais dire du coup le méta. Mais- C'est the one thing. Ben, en fonction de tes compétiteurs, je pense. Ok. En fait, on se base simplement par rapport à ce que le marché te dit. Ben oui, ça marche. Oui, il fait comme ça. Ben, du coup, il faut faire comme ça. Et après, tu peux aussi trouver d'autres produits bangers similaires à tes bangers. Donc pour moi, tu as un produit de peut-être faire 10 millions par mois, on va dire. Ok. Tu vois, parce qu'il peut y avoir un produit qui est tellement bien et qui a tellement un market fit, tu vois, il plaît vraiment. Donc pour moi, il faut que toujours tu restes à l'affût de intégrer des nouveaux produits et d'avoir peut-être des nouveaux bankers. Ouais, bah, ça, du coup, c'est déjà ce que je fais. Et moi, j'avais une question par rapport à Meta. C'est comment tu sais que genre le produit, il est dead et est-ce que c'est possible? Parce que moi, j'ai peu d'expérience là-dedans. Est-ce qu'au bout d'un moment, je me dis, ouais, le produit, en fait, il perd plus? Ou alors, je l'ai trop vendu, il faut changer. Est-ce qu'il y a des signaux qui font qu'un produit n'est plus rentable sur le marché français, par exemple? Alors, un produit ne meurt pas. Simplement, l'audience et la manière dont tu le vends à ton audience meurent. Le mythe du produit winner vient du fait que les gens ne connaissent pas les différents stages d'awareness et ne vendaient que sur un pool d'audience de gens qui voulaient acheter le produit. Et en fait, peu importe les types d'ads qu'ils faisaient, les gens, ils achetaient à un momentum. C'est pour ça que des produits marchaient pendant une période donnée. Si tu lançais après, ça marchait plus. Parce qu'il y avait tout un bassin de personnes qui achetaient parce qu'en fait, ils étaient aware du produit et qui voulaient le produit. Donc, en fait, c'est très simple de vendre. Et une fois que ça marche plus, ben, les gens n'avaient pas la sophistication du niveau copywriting et message pour vendre à d'autres types de personnes. Et du coup, ils disaient que ça marchait plus. Ce qui est vrai, parce que les gens qui voulaient vraiment acheter n'achètent plus. Du coup, maintenant, il faut avoir d'autres types de messages, il faut avoir des créatifs plus poussés. Et c'est ça le mythe du produit winner. Et donc, un produit qui marche ne meurt jamais tant que le TAM, le Total Data Sum Market, à qui tu vends, ton avatar, est élevé. S'il est élevé, c'est très dur d'épuiser ton audience, même en France. C'est-à-dire qu'il y aura toujours moyen de faire toujours de l'argent. C'est juste que va falloir toucher les différents niveaux d'awareness, va falloir faire différents types d'angles marketing, etc. C'est juste qu'il faut pousser un peu plus loin. Ok, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que le marché français, c'est vraiment genre l'endroit où je devrais être? Ou alors, faudrait que je m'oriente vers le marché US? Parce que bah, tous mes potes qui sont sur le marché US font des chiffres de fou. Et parfois, je me dis peut-être que c'est peut-être aussi, il faudrait que j'aille sur le marché US. Mais bon, si je maîtrise pas le marché français sur Meta, vaut mieux pas que j'aille sur le marché US au final. Pour moi, 100% US, selon tes objectifs. Si tu veux scaler le plus possible, US. Et en France, après, tu peux faire les chiffres que tu as mentionnés. Mais après, Ok. si tu veux scaler le plus possible, US. Ouais. Après, pour moi, en ce moment T, c'est bien que tu te fasses tes dents sur le marché français. Puis après, une fois que tu as ton système, tu peux arriver sur le marché US. Oui, parce que par exemple, les chiffres que je t'ai mentionnés, c'est 100K de CA 100K de CA par mois qui m'amène 20-25K de bénéf parce que je vise une marge entre 20 et 20%, mais l'objectif final, c'est 100K de bénéf par mois, Mhm. minimum. En France, tu peux le faire. Ah ouais, tu penses que bien. penses que je peux faire ça en France? Oui, j'en connais plein qui le font. Ok. Non, mais Et encore, avec un produit. Donc Mais- toi... mais tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que vu que moi, j'ai pas du tout la même vision que je suis sur Google, j'ai pas du tout ces chiffres-là en tête. Ouais, je sais. Je peux faire des gros chiffres. J'ai fait des 700 ou 800K par mois, qui est très bien au Q4 en Europe, mais j'ai jamais fait ça avec un store. J'ai fait ça avec 25 stores. Ouais, je sais. Tu vois, je sais. donc Même c'est ça qui est pour bizarre. raconter l'anecdote, tu faisais partie du groupe d'Enzo, Honoré, la Ouais. tribu. Et moi, j'étais aussi dedans. Et en fait, tous les gens dedans faisaient du SEO et SEA, sauf moi qui faisais du méta.
Et je comprenais votre délire, on va dire. Donc, c'est pour ça que je te comprends. Sauf que moi, j'ai jamais été dedans. Parce que j'avais une mentalité, on va dire, un peu différente. Chose qui m'aurait bien aidé d'avoir quelques sites SEO et SEA. Là, honnêtement, si j'aurais commencé comme ça m'aurait permis d'avoir une certaine stabilité. Quand méta, c'est instable, quand tu connais pas, quand tu débutes. Mhm. Mais ouais, ça, c'est un autre truc que j'aimerais rajouter, c'est qu'en fait, ton environnement et ton système de croyance va aussi impacter tes résultats. C'est-à-dire que si tu entoures de nous, tu restes à Dubaï, tu vas venir voir Nico qui te parle de temps de chiffre, tu vas moi qui te parle de temps de chiffre, qui va te dire ceci. En fait, ça te fait tout péter des barrières. Et en fait, toi qui étais là, bah, en fait, tu vas être là et en fait, tu vas atteindre des résultats naturellement dus en fait à tes croyances qui explosent. Donc l'environnement, c'est un autre point ultra important. Ouais, bah, justement, là, j'ai quitté la Belgique il y a 7-8 mois. Je suis parti vivre à l'île Maurice, qui est déjà un meilleur hub entrepreneur qu'en Belgique, mais c'est pas non plus la folie. Mais déjà, mes croyances, elles ont changé, tu vois. Et j'ai pris un coaching récemment sur le mindset avec un YouTuber. Et du coup, on travaille beaucoup là-dessus. Et je suis content que vous m'ayez parlé de ça parce que ça me confirme que j'ai fait le bon choix Ouais, à c'est pour investir ça. là-dessus cette année 2026 où je me suis dit, vas-y, faut que je change parce que là, je sens qu'il y a un truc, il y a un problème. Ouais, c'est bien déjà Ouais. avoir cette réflexion-là. Et oui, 100%. 100%, Ok, cool. 100%. Cool. Nico et moi, on investit aussi sur ça. Mm. Pour moi, la partie, honnêtement, pas développement personnel, parce que pour moi, le développement personnel, c'était juste un montage marketing. Il y a beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies et qui perdent les gens. Mais le fait d'être optimisé mentalement, c'est quelque chose qui va te rapporter tellement, 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 parce que tout du long de ta vie, tu auras ton corps et ton cerveau. Et en gros, si tu optimises ces deux, tu sais que tu vas te sentir bien et aller très loin. Tout ça pour revenir de ton environnement, des gens que tu t'entoures. Virtuellement aussi, on a la chance virtuellement, bah, ça définit totalement. Nous, c'est pour ça qu'on a créé le school. Les gens, je sais pas s'ils ont compris, mais le point numéro 1, c'est pour offrir un environnement. C'est que les gens, ils sont juste dans le school. Ils vont juste avoir des gens qui sont bienveillants, qui mentalité master, et naturellement, le résultat, ils viennent. Et tout le reste, c'est en plus. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Ce qui est bien avec le school ou une communauté, c'est que on est tous dans l'arène. Tu vois, on Ouais. est tous dans l'arène à essayer de combattre les dragons, etc. Et on se partage nos techniques en temps réel et nos astuces. Et ça, c'est game changer. Ouais. C'est game changer que on se partage tous les glitches à l'instant T. C'est ce qui Ça m'a le change plus tout. aidé. Moi, dans mon parcours. Vas-y. Bah, ce que j'allais dire, c'est que oui, c'est très bien, mais par contre, j'avais remarqué un truc au cours des dernières années, c'est qu'il faut pas être dans trop de communautés. Bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, Bien sûr. moi j'aime bien maintenant, c'est je stick 2-3 personnes max et je commence pas à m'éparpiller sur tous les contenus que je veux voir sur YouTube. Par exemple, je suis master et je vais suivre une ou deux autres personnes, grand maximum. Et du coup, parce que j'ai l'impression que quand j'ai trop de gars, ils ont tous des avis différents. Ouais, Ouais, bien sûr. Et alors, si tu appliques toutes les stratégies différentes, au final, ton business, j'ai l'impression t'es perdu. qu'il va un peu nulle part, quoi. T'as 100% raison et c'est exactement ce que je fais. Tu peux prendre plein de techniques différentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a tout l'écosystème derrière. Mais si tu prends juste quelques trucs, au final, ça va pas matcher avec tout ce que je te dis, tout le spectre que je te dis. Ça veut dire, si tu penses tout mon contenu, ben là, t'es sûr. Enfin, t'as plus de chances à atteindre des résultats similaires aux miens parce qu'en fait, tu vas venir comprendre et tu vas venir en fait comprendre tout l'écosystème. Donc, je te rejoins à 100%. Il faut pas faire partie de 10 000 communautés. Il faut rester quand même focus pour pas te perdre. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est le truc qui m'a rapporté le plus, honnêtement, enfin, qui m'a fait le plus gros déclic. C'était, en fait, j'étais seul, ok. Mon parcours e-com, c'était j'étais seul, où j'ai rejoint des communautés qui n'étaient pas les bonnes communautés, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément bienveillants ou qui n'avaient pas forcément d'ambition. Et quand j'ai rejoint un groupe américain, bah, en fait, les résultats ne sont pas arrivés direct, mais j'ai senti qu'en fait, que c'était juste une question de temps. Parce que j'avais les bonnes infos, il suffit juste que j'applique. En fait, je voyais les gens autour de moi le faire, et du coup, c'est comme si ça me poussait. C'est comme si moi, même si et je voyais les gens autour de moi faire, et c'est comme si ça me poussait. C'est-à-dire, naturellement, lui me dit, ok, bon, moi j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Moi, je fais 1 million par mois. Moi, je dis 1 million par mois. Et je dis, ouais, mais moi, je suis sur le marché Europe. Bien sûr, Europe, tu peux. Mon pote, il le fait. Mon pote, il le fait. Et du coup, moi, je dis, ok. Et en fait, ça me poussait naturellement à faire des résultats. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce podcast, en balançant comme ça des chiffres que les gens jugeaient peut-être au départ. Et je pense que ça aide beaucoup de personnes parce que ça fait débloquer plein de barrières mentales. Et du coup, ça offre beaucoup au marché francophone.
Donc, ouais, la communauté, go glitch. Regarde les 5 personnes que tu côtoies le plus, regarde les communautés que tu fais partie. Ça, c'est game changer. Et je pense aussi les rencontres en physique, en réel, parce qu'en virtuel, c'est très très bien, mais j'ai l'impression que ça a tellement plus d'impact quand Ouais. tu vois les personnes en vrai, parce que moi, là, par exemple, je suis en vacances à Dubaï, la vie, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une énergie dans la ville qui te pousse. Je suis en vacances, je rentre, j'ai envie de travailler en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une énergie dans cette ville qui est différente des autres villes. Ouais. Et je pense que rencontrer les gens en vrai, c'est encore plus puissant. Ouais, Parce que pour le coup, je connais énormément de gens en ligne qui font des gros chiffres. Par exemple, pêcheur.com qui fait 250K par mois, 250K par jour, désolé, 250K de CA par jour. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, Ouais. je le côtoie pas assez, tu vois. Ouais. Je le côtoie pas assez. Par contre, quand tu es dans la communauté, je suis d'accord que si, quand vous partagez vos chiffres, etc., ça touche plus, tu vois. Ouais, non, en vrai, on va pas se mentir, en vrai, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est Ouais. pour ça que les masterminds, pour moi, quand tu payes un prix high ticket et que tu sais que tu vas entouré par tous des gens qui ont payé le prix, tu sais que ça va être qualité. Oui, grave. C'est comme si tu penses les résultats des autres. Mais c'est trop ça parce que le coaching mindset que j'ai pris là en début d'année 2026, en fait, j'ai pris un coaching, c'est la première fois que je prends un coaching aussi high ticket. Et en fait, tous les mecs du groupe, je me dis, mais en fait, les gars, ils ont payé le même ticket que moi. C'est d'office des gars qui veulent se bouger les couilles, tu vois. Pas si on peut, mais bref, C'est très bien. c'est très bien. 100%. On avait fait un mastermind avec que des gens des US, milieu de l'année passée. Et à droite, il fait 500 KD. À gauche, il fait 200 KD. Derrière, il fait 300 KD. Tu reviens, t'es Et- boosté, quoi. Ouais, en fait, tu te dis, c'est classique, c'est normal, tu vois. Ouais. Mais tu t'imprègnes, vraiment. Et ça t'apprend l'humilité aussi. Ouais. Parce qu'un truc qui je vois très peu chez les francophones, c'est pas pour critiquer, mais c'est la pure réalité, c'est qu'ils ont une indice d'enseignabilité très faible. C'est-à-dire que dès qu'ils font le moindre résultat, en fait, ils sont au haut de la montagne pour eux. Et quand tu es au haut de la montagne et que tu le crois, eh ben, c'est qu'il y a un problème. Oui, ben, j'ai exactement la même chose, tu vois. Pour te donner l'exemple, moi, j'habitais à la campagne en Belgique, je roulais en Porsche, j'avais une belle maison, tu vois, j'avais l'impression que j'avais fini le jeu, tu vois. C'est comme la première fois que j'ai fait mon premier 10KD. Je me suis dit, ça y est, je suis le boss du game. En fait, t'es personne. Et c'est pareil, quand je roulais dans ma belle petite voiture en Belgique, et bien ici, c'est pareil. En fait, t'arrives à Dubaï, tu te rends compte que t'es personne. Et là, par exemple, je sais que vous faites beaucoup plus de chiffres que moi, et c'est la même chose. Je pense que c'est bien d'être humble par rapport à ses résultats et aussi d'être teachable. Tu vois, Ouais. parfois, j'ai l'impression, quand je fais des gros chiffres, j'ai l'impression que je sais tout, Ouais. alors que pas du tout. Tu vois. Exactement. Ouais. Mais quand tu le sais, c'est déjà la première Ouais. porte d'accès. Exactement. Et ça, l'indiscernabilité, exactement comme tu le dis, c'est-à-dire, peu importe le résultat que tu fais, il faut que tu apprennes comme une éponge de ceux qui sont au-dessus. Et il faut aller chercher d'avoir les gens au-dessus. Mais pour beaucoup de personnes, en fait, ils se bloquent de ces personnes-là parce qu'intérieurement, ils veulent rester top. Et ça, c'est pour ça que c'est assez dur. Il faut avoir de l'humilité pour te dire, te challenger à côtoyer des gens au-dessus pour te redire, ben putain, en fait, je suis le plus petit. Ouais, parce que en fait, humainement, t'as pas envie de te dire qu'il y a quelqu'un qui est mieux Ouais, que toi. Je exactement. pense que t'aimes bien te dire c'est moi le Ton ego, ouais. c'est moi le plus fort. Il y a de l'ego là-dedans, je Ouais, pense. Ouais. exactement. Et ça, c'est un truc très inconfortable. Et quand nous, on a ouvert les meet-up avec les Américains, les masterminds, ben, on est dans les plus petits de la pièce. Ouais. Et ça fait bizarre, c'est inconfortable, mais c'est Grave. justement là qu'on doit être. Et, Et t'as- je suis tout à fait d'accord avec vous là. et c'est comme ça que tu grandis le plus vite possible. Jeff Bezos, il parlait la puissance du day one. Être toujours en mode day one dans une startup, tu vois, genre tu vas apprendre, tu vas de l'avant. Et si tu es tous les jours comme ça, tous les jours tu vas apprendre des gens qui ont des résultats plus élevés, bah c'est comme ça que tu apprends le plus vite et Ouais, tes résultats aussi arrivent. je pense que c'est très bien. Par contre, quand tu es dans le feu de l'action, quand tu as la tête dans le guidon, parfois c'est dur de te rappeler ce genre de petites choses. Mais je suis tout à fait d'accord avec Ouais. toi. Genre, pour le coup, j'ai payé 50K le coaching avec Miro. Ouais. Et là, j'ai fait un appel avec lui. Et là, on s'appelle quand je reviens des vacances. Ok, parce que Et moi, Nero, t'as un espace membre? Ouais, tu as un espace membre qui est pas spécialement actif. Par contre, Bah, t'as des vidéos et tout, parce que oui. ces vidéos YouTube, elles sont bien, mais t'as des vidéos en mode alors, t'as accès que toi ou... justement, c'est ça qui est marrant, c'est que quand j'ai pris le coaching à 50K, t'as 3 formations à faire qui sont hyper straight to the point, tu vois. C'est très court. Les vidéos, elles durent entre 3 et 10 minutes. Et en fait, il le dit, je veux que ce soit clair, précis, tu vois. Et du coup, la formation, j'ai l'impression
qu'elle est limite moins bien que ses vidéos YouTube, parce que ses vidéos YouTube, pour le coup, elles sont totalement banger, tu vois. Mais les coachings que je fais en one-to-one avec lui, là, c'est un autre Ouais. level. Franchement, ce gars-là, il est monstrueux. Et franchement, si je sens que là, en ce moment, je suis en train de changer de direction et que je sais que je suis pas encore là où je voudrais être, mais je sais que je vais y arriver, et ben en fait, c'est grâce à lui, tu vois, aussi. Parce que ce gars, sur le mindset, c'est un truc de fou. Vraiment. Ouais, le mindset, c'est la base. Ouais. Et en fait, comme tout, et là, en fait, même dans la vie de tous les jours, je me dis, en fait, si tu te dis que ça va être dur, bah, quand tu vas le faire, forcément, ça va être, tu vas te dire, à la moindre difficulté, tu vas te dire, ah ben, j'avais raison, en fait, c'est trop chaud de réussir sur Meta. Ou c'est trop chaud de faire 100K sur Facebook avec une brand en France, tu vois. Mais en fait, tout vient du mindset. Si je me dis pas, si je commence pas à remplir mon esprit avec ces idées, on va dire négatives, l'expérience sera tout autre, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'a appris ce coach-là? Si tu peux juste nous partager quelques trucs que toi t'ont aidé. Alors, surtout, il m'a replongé dans le mindset. Chose que j'avais totalement abandonné, parce que tu as dit un truc tout à l'heure qui était tellement pertinent par rapport à moi, c'est que quand tu commences à avoir des chiffres, tu penses que que tu connais tout, en fait, tu vois. Et c'est malgré que tu le sais, que ça t'est déjà arrivé, tu le refais encore parfois. Genre la première fois que j'ai fait Medica, j'ai cru que j'avais fini le jeu. Après, quand j'ai fait 100K, j'ai cru que j'avais fini le jeu. Et quand j'ai fait 1 million, j'ai cru que j'avais fini le jeu. Au final, tu l'as jamais fini. Et ce gars-là, il m'a ramené les pieds sur terre en me montrant aussi que le mindset, c'est hyper important, chose que j'avais abandonnée depuis des années. Et je le sentais que depuis 2 3 ans, j'avais des problèmes de positivité. J'aime pas ce terme, mais positivité, tu vois. J'avais du mal à voir les choses. De discours interne. Ouais, j'étais trop négatif avec moi-même, tu vois. Et en fait, ce gars-là, il m'a fait un travail énorme sur moi-même, sur le mindset, sur ma confiance en moi, au final, tu vois. Est-ce que j'ai confiance en moi? Qu'est-ce que je suis capable d'accomplir? Et comment je peux y arriver, tu vois. Et ça, c'est, au final, comme tu disais, je pense que c'est la base. Et c'est pour ça que j'étais trop content que vous avez commencé avec ça, parce que, en fait, je suis juste sur la bonne voie, là, tu vois. Ouais, t'es sur la bonne voie. Ouais, ouais, je suis sûr et certain, tu vois. Et tout le monde est sur la bonne voie. Tout le monde a un manque de confiance en soi. Faut juste le dire. Mm. On a tous eu des choses dans notre vie qui nous a baissé notre confiance et on pense que ces choses-là peuvent impacter qui on est réellement. En fait, qui on est réellement, ça change pas. Et notre potentiel, ça change pas. C'est juste, en fait, ce qu'on nous a dit qui essaye de nous influencer. Donc, en fait, tous ceux qui regardent là, j'aimerais juste vous dire, tous vous avez du potentiel. Simplement, faut juste faire des bonnes décisions. Il faut juste être conscient que vous avez peut-être un problème de confiance, que peut-être vous croyez que vous pouvez pas réussir. Et c'est normal. Tout le monde l'a. Il faut comprendre que tu peux totalement changer. Pas comme Ouais. l'image là avec l'éléphant qui a une corde à un de ses pieds, Ouais. alors que c'est un éléphant qui est grand. Quand il était petit, il pouvait pas partir et c'était un éléphanto. Mais vu qu'il a grandi, la corde c'est juste dans sa tête. Parce qu'il fait ça et il la enlève. Donc ça rejoint ce que tu as dit. Genre, la plupart des personnes aujourd'hui, c'est dans la tête. Et Ouais. ils ont des blocages que si ils changent les choses, il y a tout qui change. Mais ils se disent non, c'est pas pour moi, c'est pas ma vision, etc. Donc, pensez à cet éléphant et faites les actions parce que c'est les actions aussi qui 100%. fera que ça bouge. Et je vais rebondir sur ce que tu m'avais posé tout à l'heure avec ce que m'avait apporté ce coach pour vraiment donner un truc technique sur des actions que je dois mener au quotidien par rapport à ce coaching. C'est qu'en fait, la personne, le Romain qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 100 000 euros de bénéfices par mois, il existe. En fait, Ouais. je dois pas prendre les actions, je dois devenir cette personne. Et maintenant, tu vas devenir maintenant. Je suis maintenant cette personne. Je suis maintenant le Romain qui fait 100 000 euros de bénéfices par mois. Je ne la deviens pas petit à petit en empilant les actions et en empilant les résultats. Dès aujourd'hui, je suis cette personne et c'est en étant cette personne Exactement. que je vais arriver On au est résultat. ouais. Exactement, ça c'est la base. Il a une phrase, d'ailleurs, ce coach, cette personne Je sais ce que qui tu vas dit, dire. c'est le miroir ne Je sais sourit dire pas avant que tu souris. Ouais. Elle est banger. Elle est incroyable. Parce que quand tu regardes le miroir, si tu souris pas, le miroir, il te donne pas un sourire. C'est grave. Tu vois, et c'est vraiment Ça la même te chose dans frappe tous les trop, domaines. Ouais. cette phrase, elle Ouais. est incroyable. C'est un truc qu'il faut retenir du podcast, je pense, c'est ça. C'est que tous en nous, on a en fait les différentes personnalités qu'on décide d'avoir. Donc on a le Romain qui est fainéant, t'as le Romain qui est fainéant, et en fait tes choix en fait vont après t'orienter vers quel Romain tu veux être.
Et quand tu sais qui c'est que tu veux être, tu l'intègres juste maintenant et tu dis, OK, tous mes choix, là, je veux faire 100K par mois, je dois faire ça. Est-ce qu'il faut que j'investisse sur moi? Ah bah oui, Romain, 100K, il investit sur moi. Est-ce qu'il faut que j'aille à des masterminds? Eh ben oui, je vais à des masterminds. Bam, bam, bam. Et c'est comme ça qu'en fait, tu vas naturellement. Et ce qui est bien aussi avec ça, c'est que tu peux ensuite lister tes habitudes de la personne qui fait, par exemple, tu veux faire 100K month bénéfice, ok, c'est toutes tes actions, c'est quoi? Et aussi toutes les mauvaises habitudes. Ouais. Tu viens les lister. Ok, la personne qui fait 100 000 par mois, est-ce que elle est sur Netflix 3 heures par jour? Je pense pas. Et du coup, tu viens mettre celles qui sont bien et celles qui sont pas bien et tu viens booster, faire en sorte que ton environnement fasse aussi en sorte que ça soit celles qui sont en vert, tes bonnes habitudes, que ton focus soit là-dessus. Exactement. Du coup, moi, par exemple, j'ai fait ça. Et quand j'ai listé mes habitudes, on va dire, du Romain qui fait 150K, parce qu'avant de vendre les sites, je faisais 150K de CA par mois. Quand j'ai listé les habitudes, en fait, ce Romain-là, donc, il va pas au sport. Il n'est pas assidu. Il mange pas correctement. Et en fait, moi, dans ma tête, dans ma vision du Romain qui fait 100K bénéf par mois, je suis fit, je mange healthy, je vais au sport. Et du coup, j'intègre ces habitudes-là à mon quotidien maintenant, tu vois. Et à chaque fois que j'ai la flemme, je me dis, OK, qu'est-ce que le Romain qui fait 100K de bénéf par mois, il ferait dans cette situation? Puis après, c'est aussi un jeu assez satisfaisant à faire. En fait, de se visualiser, d'agir comme celui qu'on veut être, ça, sur l'instant T, ça t'apporte, ça doit t'apporter en fait du plaisir. J'ai appris un truc sur la visualisation cette semaine. Quand tu fais ta visualisation, en fait, tu viens visualiser aussi une personne de ton entourage que tu connais maintenant. Et il faut que cette personne-là, elle te dise ce que tu visualises. Genre, par exemple, elle te dit... Donc, admettons, voilà. ton chat. Non, admettons, admettons, tu visualises là. Et moi, je viens vers toi quand tu visualises et je te dis, Mathéo, franchement, là, félicitations. Là, hier, on a fait... Enfin, t'as généré 10 millions, franchement, en une journée. Je suis fier de toi. Tu vois, et quand tu visualises avec des personnes que tu connais et qui te le disent, ça rend vraiment la chose vraiment forte. Et après, on connaît le subconscient, il fait pas la différence, etc. Et c'est banger. Ouais, c'est une bonne astuce. C'est exactement ce que je fais. Ah, Et du coup, ok. par exemple, moi, dans ton cas, vu que tu as des enfants, moi, en fait, je prends mon fils, tu vois. Et la scène, je peux même te l'expliquer, c'est je rentre dans mon bureau, je reviens du sport, je rentre dans mon bureau, et je demande à ma femme, vu que c'est elle qui fait la compta, tu vois, je dis alors, t'as fait la compta du mois et tout. Et du coup, en fait, elle me dit, bah ouais, c'est bon, on a fait les 100K et tout, je suis trop fier de toi, etc. Et en fait, c'est très très bien. Et en fait, ce qui est important, je pense que c'est ressentir une émotion quand tu fais ta C'est quand tu visualisation. ressens. Hein. C'est ça qui va te transformer en une autre personne. Et du coup, moi, ce qui me transporte, La scène, elle m'a mis les frissons. moi, c'est mon enfant, C'est- tu vois. ouais. En fait, c'est quand mon fils me dit, papa, je suis fier de toi. Mais là, en fait, je suis transporté Mhm. et j'ai des frissons, tu vois. Quand je fais ma visualisation, tous les matins, tous les soirs, et je fais ça, tu vois, Ouais, c'est banger. Gros banger. avec là, les qu'on a enfants. donné, ouais. Ouais. Ouais, gros tips. Merci, Nico. D'ailleurs, dans le school, c'est un truc qu'on va mettre un peu plus. On va mettre un module banger loi d'attraction. Personne ne pourra faire mieux parce que on va le préparer avec une goutte. D'ailleurs, le jour où c'est que ça sort cette vidéo, le school aura rouvert les portes et vous pourrez le rejoindre. On va laisser les portes ouvertes quelques jours. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, il y aura une opportunité. Peut-être qu'on mettra. Enfin, il y aura du coup le lendemain l'opportunité. Voilà, le lendemain, mais bref, on mettra dans la description. Ouais. Les choses à voir, si les choses ne changent pas, on filtre toujours les gens. On a vraiment, pour moi, la meilleure communauté, la plus bienveillante et celle qui chiffre le plus de marché francophone et adaptée aux débutants maintenant. C'est-à-dire qu'on avait une partie qui était adaptée aux débutants, mais aux débutants qui devaient quand même être débrouille. Maintenant, on a mis une partie banger pour les débutants pour passer de quelqu'un qui connaît même pas l'e-com à rapidement construire un business rentable. Et comme d'habitude, on promet rien, mais par contre, les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai pas envie de faire plus de publicité là-dessus, mais voilà, il y aura un lien en dessous pour rejoindre le meilleur school e-com francophone et bientôt européen. T'as une value à partager, quelque chose que t'as appris récemment ou un petit truc qui pourrait juste aider ceux qui regardent? C'est par rapport au mindset, hein, c'est par rapport à ce qu'on a parlé. Moi, c'est vraiment ça en ce moment, c'est vraiment là-dessus que je bosse. J'ai passé une période un peu compliquée. Quand je suis arrivé à l'île Maurice, j'ai eu plein de merdes qui se sont empilées. Et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, franchement, c'est le seul truc qui m'a permis de redresser la barre. Donc, bosser sur le mindset, quoi. Et avant, t'étais un gars qui trouvait bien le mindset sexy ou tu disais que c'était du Non, bullshit? en fait, je l'avais bossé quand j'ai Ouais. commencé quand j'ai commencé l'e-com, je l'ai bossé. Tu vois, parce qu'en fait, Mhm. ça faisait 1 an que je faisais du dev perso, je lisais des livres et tout, mais je travaillais en usine.
Et après, quand je me suis mis à l'e-com, j'ai vraiment bossé là-dessus. Sauf que, comme tu as expliqué, quand j'ai commencé à avoir des résultats, je me suis dit, en fait, c'est bon, j'ai plus besoin de travailler le mindset. Et pendant des années, mais pendant 3-4 ans, j'ai rien fait. Ça m'a pas empêché d'avoir des bons résultats. Mais là, je vois qu'en fait, j'arrive à un genre de plafond de verre. Et je pense que c'est la seule chose qui peut me débloquer cette situation. À 100%. 100%, Ouais. c'est top. Ben, moi, une chose que j'ai changé fin de semaine passée, c'est le fait de pas faire toutes mes routines directement avant mon premier deep work. Genre, je me lève de mon lit, je fais mon deep work. Attends, Ça, c'est. explique. Bah, je me lève de mon lit, Et tu fais ton et je fais mon deep work, et je mets exprès pas forcément beaucoup de lumière. Comme ça, en fait, mon focus, il y a que sur l'écran. Et j'arrive à vraiment bien bosser. Parce que la veille, bah, j'ai mes tâches que Donc tu je fais focus. aucune routine le matin. Ben, après mon premier deep work, je fais comme je faisais, comme je fais, quoi. Je fais ma marche, ensuite Ok, je peux très faire méditation. intéressant. Et juste le fait de me réveiller et faire deep work, je sais pas, genre, j'arrive vraiment à bien bosser. Faut que t'essayes. Ben, tu vois, ce qu'on disait avant. Parce que là, vraiment, tu te réveilles, rien, deep work. Mais t'as pas d'enfant. Ah oui, ok, mais Ouais. il y a des process, je pense. Je suis pas sûr. Mais un deep work, Mais je après, teste. après je tu suis fais ce d'accord, que tu c'est veux, vrai, tu vois. je Après, suis il y d'accord de a tester. 2, 3, 4 deep work, c'est bon. Tu vois, c'est un truc que je travaille beaucoup plus. Avant, ouais, je pensais tout savoir et je suivais mon intuition et ça m'a toujours, on va dire, réussi. Mais on arrive à un chemin où c'est que j'ai l'impression que mon indice enseignabilité, justement, était freiné par ça. Donc maintenant, je teste des nouveaux trucs. Tu vois, avant, je disais que je prenais plus de calls. Donc pendant un moment, je faisais aucun call dans mon entreprise. Aucun call avec Pareil. personne. Et ça, c'était une erreur. Et là, toi, je suis changé à faire peut-être un call chaque jour maintenant, de 15 minutes, avec ma head of ops. Et on me l'a conseillé. Et c'est un truc que avant je me serais dit, mais non, jamais. Mais là, en fait, je me dis, non, bah teste et tu regardes. Donc là, pourquoi pas tester? Enfin, je vais tester et je regarde. Même si ça me paraît pas forcément pertinent, mais oui, ça a du sens. Pour moi, ça a du sens. Parce que quand tu te réveilles, tu vas avoir l'esprit très malléable. Du coup, tu vas être sur un truc, tu vas être directement dedans. Pour moi, ça a du sens quand même. Donc ouais, je vais le tester. Bon tips. Parce que récemment, vraiment, mon système nerveux, j'ai eu des hauts et des bas. Et le fait de faire vraiment trop de routine le matin quand je me réveille, ben, ça faisait que j'avais moins de genre willpower dans mon deep work, tu vois. Et vraiment dans le premier. Et Parce là, qu'il- je vois une différence. Parce qu'il te faut de la discipline dans tes routines. Pas de discipline, mais tu vois, typiquement, j'ai l'impression que par exemple, le soleil, ça me faisait de la dopamine. Ah, ça Genre- me brûle. Bah, j'allais dire, Non, c'était ça un me brûle vampire. Va boire ton sang. Mais genre, tu vois, genre, alors que si je fais directement le travail, c'est ça qui me fait vraiment le plus de dopamine à ce moment-là. Ok. Mais après, je fais mes routines. Mais bon, c'est un banger pour moi, faut que tu testes. Ouais, je vais tester. Merci pour le tips. C'est toujours bien de changer ce qu'on fait, de tester de nouvelles choses. C'est quelque chose d'important. Et moi, mon tips que je pourrais donner, c'est un peu les tips que j'ai donnés durant ce podcast. C'est même plus qu'un tips, c'est de la grosse value. C'est pour, en fait, scaler ou aller mieux, il faut juste identifier le bottleneck, identifier qu'est-ce qui pourrait empêcher les résultats de venir. Tu vois, ça sert à rien d'optimiser, ça sert à rien de faire plus s'il y a un truc qui te bloque. Ok. C'est comme si toi, tu veux, tu vas avoir un meilleur sommeil et tu vas prendre tous des compléments pour le sommeil, tu vas faire tous les hacks, mais au final, chaque soir, tu te couches à 3 heures et tu mets ton réveil à 4 heures, par exemple. Tu vois, Tu manges 10 minutes avant. et tu manges 10 minutes avant un gros repas. Et tu vas dire, mais pourtant, je fais tout ça. Maintenant, tu n'as pas fixé le bottleneck. Donc, ça, c'est le premier des trucs, c'est que tu fixes le goulot d'étranglement. Ensuite, tu regardes pour mettre plus de quantité et plus de qualité. En gros, on appelle ça optimiser. C'est 2 variables. Il y en a plein d'autres, mais si je pourrais donner ça, mon tip, c'est ça. C'est identifier le bottleneck, donner tout son focus pour le fixer avant de faire le reste, et ensuite optimiser ce qui marche avec plus et meilleure qualité. Et ça scale n'importe quoi. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. C'est le premier format de la chaîne. Enfin, c'est le premier de ce genre de la chaîne. On peut féliciter aussi Romain. Donc voilà. Merci les gars. Donc, mettez de la force dans les commentaires, Félicitations mettez si ça vous a invité. plu. Et on donnera peut-être cette possibilité à d'autres personnes si jamais le concept plaît. J'enverrai des news. Ouais, et on fera des news. Ouais. Parce que je pense que si vous avez regardé ça, vous êtes persuadé que Romain fera des résultats. Moi, je suis persuadé. Et on leur prendra dans quelques mois. On aura des news pour que vous puissiez voir de manière concrète l'importance d'un podcast comme ceci. On viendra habiter ici. Ouais. Allez, c'était Mathéo, Nico et Romain. À bientôt. Ciao, À bientôt, les gars.